Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie un nouveau journal de vlog, je vais démarrer immédiatement sans attendre par les choses vues récemment. The Electric State, le film des frères Rousseau, à plus de 300 millions de dollars. Un événement colossal annoncé par Netflix. Et au final, un four. Alors un four, le truc est numéro un quand même, hein, parce qu'évidemment, ça veut pas forcément dire grand-chose quand c'est un projet de cette dimension-là. Donc il peut être numéro un et faire des scores très décevants. J'ai vu un article passé où il cite tous les trucs Netflix qu'on fait mieux dans le même laps de temps, je veux dire, hein, que The Electric State et combien ils ont coûté. Quand tu vois ça, tu comprends que c'est une catastrophe, les scores de ce film. Les frères Rousseau, moi je précise d'entrée de jeu que contrairement à certains, j'ai jamais kiffé leur travail, hein, donc pour moi c'est pas une grosse surprise de pas être en adoration devant un de leurs films. J'ai trouvé ça très beau, je tiens quand même à le dire. Encore heureux quand on voit ce que ça a coûté. Et les effets spéciaux sont remarquables. J'ai énormément aimé la photo, le design des créatures, des robots. Enfin, vraiment super beau. Côté rétro-futuriste, bien maîtrisé. Je pense que l'équipe voilà, qui a fait des designs, tout ça, et s'est inspiré d'un j'allais dire d'un comic, non, enfin d'une sorte de bande dessinée, mais très quali, haut de gamme, etc. Alors, juste inspiré, hein, voilà. Et au final, on se retrouve quand même avec un film qui n'a aucun intérêt, qui est un sympathique, enfin c'est pas non plus irregardable, j'ai pas trouvé ça douloureux, quoi. Je l'ai regardé jusqu'au bout sans déplaisir particulier, même si j'étais content que quand même ça se termine. Le truc c'est que c'est médiocre, médiocre, c'est vraiment médiocre. L'histoire est à chier, enfin on en a rien à foutre. Et alors c'est la quête alors je vais dire une jeune femme, en fait elle est supposée être quasiment une ado, sauf que l'actrice, là j'ai oublié son nom, Madame Stranger Things, bon là elle a un look de fan de Madonna en 83, qui est, pourquoi pas, mais je ne sais pas pourquoi, alors que cette meuf a 20 ans je crois, ou 21 ans, je sais pas, ça le fait moyen. Elle joue pas extrêmement bien, mais moi j'ai jamais trouvé qu'elle jouait extrêmement bien. Après, le rôle n'exige pas des compétences faramineuses, donc on s'attend pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus? Enfin, j'ai envie de dire. Chris Pratt, fidèle à lui-même. Mais pareil, hein, il y a des répliques. Les répliques, faut les sortir et tu vas pas les sortir de façon Shakespeare, quoi. Donc je pense qu'ils font leur taf, hein, tous, mais la base est médiocre, une fois de plus, quoi. Le récit est médiocre, les dialogues sont vraiment bidons, souvent, assez régulièrement, et les retournements de situation, les pseudo-climax, enfin... ah non, voilà. J'ai pas envie de trop faire plus long, vu que c'est pas une vidéo spécifiquement consacrée à ce film. J'ai quand même vu certains copains le défendre un tout petit peu sur certains aspects et je peux le comprendre. C'est vrai que ouais, si j'avais 8 ans, je pense que je trouverais ça très sympa. Vraiment, hein. Peut-être même que la fin, je me dirais, ah ouais, parfois il faut laisser les gens mourir pour, par respect et trucs. Bon. Mais des films qui abordent ces sujets-là de manière bien plus intelligente et bien plus impactante pour moi, ça manque pas. Donc ça suffit pas du tout à dire que le film a des qualités qui justifieraient qu'on le défende ou je ne sais quoi. C'est un scandale. Voilà. Après, c'est vraiment le karma, hein. Enfin, je pense que voilà, la Netflix, ils vont réfléchir un petit peu avant de refoutre 300 millions sur le tapis pour des projets. C'est vrai que rien que l'affiche, en fait, tu comprends que oui, c'est pour les jeunes, mais le problème, c'est que E.T. c'était pour les jeunes, hein. Indiana Jones également, Gremlins pareil, Retour à le futur, idem. Sauf que c'était des films tellement bons, de tellement bonne qualité, que évidemment que tu ne te sentais pas exclu ou pris pour un con si tu avais 30, 40, 50 piges à l'époque de leur sortie, je veux dire. Ce qui a expliqué le fait que les parents étaient heureux d'emmener leurs enfants les découvrir ou y retourner même, c'est quand même une époque où beaucoup de gens retournaient voir les films
sachant que voilà, il n'y avait pas de vidéoclub, pas de... Enfin voilà, c'était au cinéma où t'attendais 5 ans que ça passait à la téloche. Là, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, c'est vrai que tu somnoles un petit peu pour peu que t'aies plus de 8 ans. Et pour un projet à 300 millions qui se veut comme ça, bon, c'est compliqué. D'autant que je ne l'ai pas lu, mais j'ai regardé quand même deux trois pages et des retours sur l'œuvre dont c'est inspiré. Ils l'ont visiblement complètement tiré vers le bas. Donc c'est ballot. Quelle jeu vidéo? J'ai vu également Control Freak sur Hulu, je crois, je ne sais plus où c'est sorti. Je l'ai déjà à moitié oublié. En fait, quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, c'est pas nul, nul, mais bon. Et là, en fait, mais si, ça ne trouve tellement aucun intérêt. L'histoire d'une nana qui a rencontré le succès et une forme de célébrité en faisant des meetings et en écrivant des bouquins sur le bien-être, voilà, comment s'accepter soi-même, se connaître soi-même, s'épanouir, s'améliorer, enfin voilà, vous voyez très bien le style. Et elle va développer des tocs d'abord, enfin ce qu'on pourrait penser être des tocs, c'est-à-dire qu'elle gratte tout le temps la tête, et elle va soupçonner qu'elle est, j'allais dire, maudite, enfin oui, victime d'une malédiction. Donc elle va à la fois se débattre contre ce mal qui la ronge de plus en plus, et essayer de découvrir notamment auprès de ses proches et de sa famille, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, etc. Et voilà, sachant qu'elle a une relation en plus avec un type qui est tout gentil, tout amoureux d'elle, mais n'est pas d'une forcément d'une grande aide. Enfin voilà, ce n'est pas bon, enfin c'est pas à chier quoi, mais c'est vraiment c'est une perte de temps. Enfin n'y allez pas. En plus l'actrice je sais pas. Un truc, je trouve, il y a des moments, après, il y a des scènes où je me disais, elle est pas convaincante, c'est dommage pour une actrice. Donc bref. Et voilà, et la toute fin aussi, c'est pas extraordinaire. Je pressentais que ça se terminerait, vu que c'est presque une obligation en ce moment, dans le body horror, ou en tout cas en partie, quoi. Et oui, elle n'est pas raté. Bref. Qu'est-ce que je veux d'autre? Ah oui, j'ai vu, alors ça par contre, un immense coup de cœur. Voilà, ce sera sans doute une de mes grosses recos de ce JDV. Last Breath en québécois, j'ai vu, ils l'ont traduit par, attendez, j'ai noté, Prisonnier des Abysses. C'est d'ailleurs en fait l'adaptation en long métrage d'un documentaire par le même réal. Voilà, donc c'est le mec qui a fait le docu et là il nous livre la version film. Le docu donc se focalisait sur un fait réel qui a concerné un jeune mec dont le métier était d'aller dans les fonds marins pour inspecter et comment dire entretenir les tuyaux, enfin les câbles qui sont au fond des océans. Enfin, c'est absolument terrifiant. Enfin, pour les mecs comme moi, c'est terrifiant. Et une profession respect, mais respect et perplexitude quand tu regardes ça, parce qu'il faut vraiment y aller, quoi. Et il y a eu un, voilà, donc il y a eu un incident où une personne s'est retrouvée coincée, enfin abandonnée et coincée au fond avec 5 minutes restantes d'oxygène. Donc, et personne aux alentours hein, pour lui porter secours. Voilà. Et c'est une histoire, j'en avais entendu parler à une époque parce que j'avais vu sur YouTube une vidéo relatant ces faits. Mais j'avais un peu oublié. Là, à un moment, ça m'a marqué en regardant le film. Et alors, on est sur le, voilà, histoire vraie, c'est assez rigoureux, clairement. On a Woody Harrelson, ça m'a fait super plaisir de le retrouver parce que là, il est vraiment exceptionnel. Et à ses côtés, on a Finn Cole, cet acteur que j'aime beaucoup et qui était la vedette hein, de cette série que j'ai adorée, je vous en avais parlé à l'époque, Animal Kingdom. Pour moi d'ailleurs, un des rares cas de série qui a totalement surpassé le long métrage dont elle est l'adaptation. Enfin la déclinaison, on pourrait dire. Voilà, parce qu'Animal Kingdom, à l'origine, c'était un film. Et il y a eu donc cette série extraordinaire, je sais plus combien de saisons, enfin je les ai tous vus, qui tire tout vers le haut. Et enfin voilà. Et lui, il est dedans, il est incroyable.
Donc là, on le retrouve, et donc il joue le rôle de ce jeune gars qui part en mission, et à peine ça commence que... Alors, faut dire que la météo est extrêmement mauvaise. Tu sens que les trucs sont pas alignés pour que ça se passe bien, quoi. Sauf que ça vire au drame très rapidement. Et ensuite, tu regardes ça, le souffle coupé. La réal est impeccable. C'est assez cru, donc je peux pas dire que la photo est fabuleuse et tout, mais tu pressens que c'est voulu. Enfin, rien ne doit te distraire du drame que tu regardes. Et ça marche de ouf. Gros coup de cœur, les amis. Celui-là, je vous le recommande, mais totalement. C'est pas du tout tir à l'arme machin ou exagéré même dans le drama. Je précise que, comme c'est parfois le cas, en fait, les faits sont tellement incroyables que le réel n'a pas du tout besoin de broder par-dessus. Donc, ce qu'on voit a eu lieu et on a à la fin une très belle séquence. Moi, j'adore ça, c'est mon côté midinette, sur voilà, les vraies personnes, les vraies personnes qui ont vécu ce drame. Et je dois dire que c'est assez bouleversant. Voilà, moi, vraiment une très grosse claque, ce truc. Alors, confondez pas, parce que Last Breath, c'est également le titre du docu. Il a pas fait, voilà, ils n'ont pas fait d'effort, ils n'ont pas changé le titre. Donc, le docu et le long métrage qui vient de sortir ont le même titre. Voilà. Par contre, le docu il date de 2019, je crois. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également les premiers épisodes de la série Adopted sur Apple TV. Et je veux dire que ça commence pas mal. J'aime beaucoup le casting, j'aime bien le rythme et tout. J'ai un peu peur sur la tournure que ça pourrait prendre à la longue. Mais bon, on suit, sans vous spoiler, hein, mais en gros, on va suivre deux types qui, sans être vraiment comment dire, des raclures finies, sont des petits voyous, mais qui ont la brillante idée de faire des coups, en fait, comme des braquages de labos clandestins, en se faisant passer pour la DEA, et où ils se ramènent donc avec leurs flingues et leurs casquettes et leur veste DEA. Ils font des descentes en fait, mais donc pour piller. Bon, il s'attaque à des petits réseaux jusqu'au moment où un pote de l'un d'eux qui sort de prison va leur parler d'un coup beaucoup plus ambitieux où il pourrait se faire beaucoup plus d'argent. Et voilà, ils sont un peu réticents, ils vont y aller et comme vous l'imaginez, ça va très mal se mettre. Sauf que là, en face d'eux, ils sont plus du tout des petits trafiquants, des petits réseaux, quoi. Là, c'est du très lourd. Et on sent que ça va les dépasser très rapidement. Une fois de plus, j'ai vu que 2 épisodes, mais c'est vraiment très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Qu'ai-je vu d'autre également? J'ai vu le documentaire Netflix de Twister qui vient de sortir. Donc, comme vous en doutez, il revient sur un incident de tornade qui a eu lieu aux États-Unis. On a vu pas mal de trucs comme ça. Il y a même une série de docu sur les plus grosses tornades, voilà, où on a des témoignages de rescapés, des images d'archives et des choses comme ça. J'avais vu passer ça il y a quelques temps. Je sais plus quel était le nom de cette série. Peu importe. De docu, je veux dire. Donc là, pareil, récit des gens qui ont assisté à cet événement, qui ont évidemment donc survécu. Alors certains ont eu beaucoup de chance. Enfin, tous ceux qui témoignent ont eu de la chance, mais on va notamment avoir le témoignage d'un type qui est un miraculé complet, qui s'est retrouvé arraché, enfin vraiment aspiré quoi, par la tornade et qui aurait dû mourir. Et d'ailleurs, une autre personne est décédée dans les mêmes conditions. Enfin, c'est terrible. Voilà, ça paraît, c'est vraiment assez intéressant parce que c'est très bien monté. Sur la toute fin, il y a un côté un peu, un petit côté un peu, c'est très à l'américaine, je veux dire. Hein. Voilà, on a tout un truc avec Obama qui en fait des tonnes, mais bon, c'est justifié en même temps. Hein, que dire. En tout cas, voilà. Rocco, ça mérite d'être vu. Très bon docu, c'est assez court, hein, 1h30 je crois. Netflix, quand même, régulièrement sur les docus, on n'est pas déçu. Et je vais conclure avec le coup de foudre, voilà, vous aurez peut-être deviné. Il s'agit de la mini-série Adolescence sur Netflix, en 4 épisodes d'1 heure, me semble-t-il.
dont on a énormément parlé. Alors je vais pas m'attarder 1000 ans là-dessus, hein, parce que voilà, je pense que ceux que ça intéresse, ils ont déjà vu 1 milliard de retours des copains youtubeurs là-dessus, avec Stephen Graham qui est incroyable. Il est également, comment dire, il fait partie des personnes qui sont à l'origine du projet. Donc voilà, il n'est pas que acteur du tout. Et son implication et son jeu, enfin, moi, il m'a bouleversé complètement. Et on a Owen Cooper, je ne connaissais pas du tout, qui interprète l'adolescent et qui est, enfin, c'est une révélation. Alors sans rien spoiler, on est face à un ado, donc très jeune, hein, enfin vraiment c'est ado, c'est un enfant quoi, quelque part, qui se fait arrêter chez ses parents, qui est soupçonné d'avoir commis un meurtre absolument ignoble la nuit précédente sur une jeune fille qui était dans son établissement. Et on a donc, enfin c'est la première scène, hein, c'est l'assaut des forces de l'ordre pour, enfin, dans sa baraque pour l'arrêter. Et ensuite, on va donc évoluer sous différents angles, un angle par épisode, sachant que, mais bon, tout le monde en a parlé, une des caractéristiques de cette série, c'est que chaque épisode est un unique plan séquence, donc voilà, il n'y a pas de montage, pas de coupure, c'est fou, c'est complètement dingue. Il y a un making-of officiel à Netflix qui circule, même sur YouTube, vous pouvez le trouver, et c'est vraiment impressionnant. On va voilà évoluer dans le premier épisode, on va voir vraiment son arrestation, les premiers interrogatoires, l'effarement de ses parents, et dans le deuxième, ça va être encore un autre angle, où là on va être dans son établissement, avec là c'est presque encore plus spectaculaire d'un point de vue de la réal, parce qu'on a tous les élèves, donc 300 figurants, enfin c'est dingue. Et voir voilà un petit peu l'enquête, hein, là, vraiment à proprement parler. Ensuite, dans le troisième, on a l'interrogatoire, voilà, d'une nana qui est là pour un peu analyser ce gamin, voir est-ce qu'il dissocie bien le bien du mal, les choses comme ça, est-ce qu'il est en état d'être jugé, enfin, toutes ces choses-là. Et ça va faire tout l'épisode, c'est extraordinaire, là vraiment c'est dingue. Et le tout dernier, qui est sans doute celui qui m'a un peu moins, moi, touché, de par sa tonalité, qui est beaucoup plus dans l'émotion, enfin, bon, là, on sent qu'on veut enfin, on sait pas qu'on veut, mais c'est que j'aimais beaucoup les 3 premiers parce qu'ils sont très froids, c'est implacable, et tu es choqué parce que tu regardes, mais vraiment, enfin, il y a quelque chose de très neutre dans le ton, j'ai beaucoup aimé. Dans le dernier, on est beaucoup plus dans le pathos, c'est beaucoup plus, voilà, ça pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est normal, enfin, c'est-à-dire que c'est pas une critique que je fais, hein, c'est juste que moi, ça m'a moins touché parce que je me suis dit, bon, ok. Mais c'est très beau, c'est très intelligent, c'est un sans faute absolu pour moi. C'est plus qu'une réussite. Pour moi, c'est vraiment spectaculaire, quoi, cette mini-série. En plus, c'est vrai que une fois que tu as compris que c'est du plan séquence d'1 heure à chaque fois, tu te demandes un peu comment ils ont fait. Alors, bon, j'ai regardé 2-3 petits trucs. Visiblement, ils en faisaient 2 par jour, quoi qu'il en soit. Sachant que il y a certains épisodes qui ont dû être faits. Enfin, l'épisode 3, je crois, ils ont dû le tourner 11 fois. Et le 4, 16 fois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, alors, ça ne veut pas dire que les 11 fois, ils ont tourné 1 heure, ouais, 1 heure en entier, parce que ça sous-entend que ça a merdé enfin les 10 fois. Donc parfois ça a peut-être merdé au bout de 10 minutes, du coup ils arrêtent et ils recommencent, quoi. Mais enfin en tout cas c'est une discipline complètement dingue. Il y a pas mal d'impro, enfin on le pressent, hein, mais j'ai vu une émission où les deux sont invités, là, Graham et Cooper. Ils racontent un tout petit peu et il y a des scènes... parfois des scènes assez marquantes de la série, et c'est de l'impro en fait. Un balèze, notamment par le gamin. Mais lui, franchement, c'est ouf, hein. J'ai trouvé ça, c'est très dur, c'est absolument choquant, mais dans le sens le plus noble, quoi. Et c'est la reco ultime, voilà, franchement, vous devez absolument donner sa chance à cette mini-série. Coproduite par la boîte de Brad Pitt, j'ai vu, alors il y en a qui en ont un peu trop rapidement conclu que Brad Pitt avait produit. Alors en fait, pas du tout, parce que voilà, j'ai un peu fouiné pour comprendre, et en fait, c'est la boîte qui l'a créé, mais apparemment, il est plus majoritaire, il s'en occupe plus vraiment.
Donc c'est pas lui qui est responsable de ce projet, enfin du tout quoi. Néanmoins, il s'y est intéressé puisqu'apparemment il était quand même, enfin il a téléphoné de temps en temps pour savoir comment ça se passait, mais plus parce qu'il était pote en fait du Real et de l'équipe que parce que il était vraiment actif dans cette boîte de prod qu'il a créée, mais dont il a revendu des parts, etc. En tout cas, voilà, adolescence. Je peux pas parler beaucoup plus que ça au niveau de mon ressenti parce que sinon ça va spoiler. J'avais quelques craintes sur la conclusion, notamment concernant alors la culpabilité. Bon, si vous avez des doutes passé la fin du premier épisode, c'est un problème. Mais voilà, à plusieurs moments, on a des éléments qui nous confirment plein de choses. Il y a même des indices. Il y a même un indice très drôle, effectivement, qui visiblement serait, enfin, ça aurait été un drôle de hasard, mais qui a été confirmé comme étant volontaire. Dès la scène d'intro où les flics rentrent choper le gosse, voilà, si vous googlez, vous allez tous tomber dessus. Mais si vous êtes un peu attentif, même moi je me disais c'est bizarre où il place ses mains et tout, le gamin, sa pose est bizarre. Et en fait c'est voulu ouais, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, hein, donc voilà, et je vais à présent enchaîner avec les questions reçues. Alors avant, je vais quand même mentionner un achat récent. Ah, c'est celui un caprice récent, pour dire une folie récente. Il s'agit du Big Jim Action Joe, là il est juste ici, mais vu que je sais pas pourquoi la mise au point me floute l'arrière-plan, je vous le montrerai en vidéo séparée. Il s'agit donc du Papa Emeritus 2, figurine de Ghost monumental extraordinaire que je me suis offert. Tu devais pas nous donner ton avis sur Paradise maintenant que la saison est finie, c'est pas foufou mais c'est bien mené. Je trouvais ça excellent quand même. Moi j'ai vraiment, hein, je trouve ça très bon. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Je vous en avais un tout petit peu parlé, mais effectivement je l'avais pas fini. Je trouve la fin très cool, donc à voir. Pour l'instant c'est quand même un très gros kiff niveau série, quoi. Préférerais-tu être un corbeau dans un roman d'Edgar Allan Poe ou dans un film d'Alfred Hitchcock? Bah, dans un roman d'Edgar Poe, hein, clairement, ne serait-ce que parce que dans un film d'Hitchcock, bah, t'es au milieu de 100 000 congénères, voilà, bref. De presque tous les youtubeurs ciné français que je suis, tu es le seul qui n'est pas allé voir le nouveau Blanche-Neige pour en faire une vidéo. Pourquoi ce refus? Ah merde. Pourquoi ce refus? Pour les raisons spécifiques à ma chaîne en fait. Je pense, pas, il y en a peut-être un ou deux où c'est pas le cas, hein. Mais pour les youtubeurs ciné dont tu parles et qui sont des copains, enfin que je connais un petit peu, je pense pouvoir dire sans trop prendre de risques que s'ils n'avaient pas de chaîne YouTube, jamais ils ne seraient allés voir cette merde. Donc là c'est des gens aussi je pense qui comment dire, pour qui faire des vues, enfin c'est très important pour la chaîne, pour les bénéfices que ça génère, etc. Enfin voilà, je veux dire, c'est les plus gros youtubeurs que moi quoi. Donc il y a des enjeux qui font que ils peuvent pas passer un côté d'un film événement. Or c'est un film événement juste parce que à titre personnel ça les intéresse pas des masses. Après j'ose espérer que aucun d'eux n'a payé quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont tous des cartes illimitées et que donc ça leur a coûté 0 €. J'en sais rien, hein, je parle comme ça. Mais donc, dans la mesure où moi, c'est vrai que jusqu'à présent, même si ça peut en surprendre certains, étant donné certains choix, jusqu'à présent je ne me suis jamais forcé, pas exagéré, mais enfin ouais, si forcé quoi finalement, à voir un film pour en faire une vidéo, enfin pour en faire du contenu, je veux dire. Bah la Blanche-Neige, si tu veux, je m'en bats les couilles. Même le dessin animé, enfin le film de 34, je l'ai vu gamin. Et je l'ai plus jamais revu, voilà. Donc ça pour te dire à quel point j'ai adoré. Il y a des dessins animés de l'époque que j'ai adoré par contre, hein, et que j'ai revu. Moi Disney, les vieux classiques, il y en a plusieurs que j'adore. Mais la Blanche-Neige, ça en fait pas du tout partie, hein. Vraiment, j'ai trouvé ça, ça m'avait pas passionné, ni rien de rien. Donc une adaptation comme ça, déjà à la base sur le papier, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu rajoutes à ça les polémiques me fourrées à la moisissure là, des deux d'ailleurs, hein, j'allais dire Rachel Bidule là, mais finalement Wonder Woman également là, Gabot, voilà les deux là, ils sont allés de propos, enfin c'est quand tu crois que t'es féministe et en fait t'es juste misandre et tu te rends même pas compte des conneries que tu déblatères. Donc alors plus ces incohérences quoi. Parce que la Rachel, elle était mignonne à dire non mais pas envie d'être embrassée par un prince, qu'est-ce que c'est que patriarcat, machin. Donc ça la dérangeait visiblement.
qui est un prince charmant, mais ça ne dérange pas qu'il y ait un miroir qui décide de qui est la plus belle entre deux nanas pour les mettre en compétition, quoi. C'est quand même beaucoup plus toxique niveau masculinité sur des femmes. Ça pourrait choquer, quoi. En tout cas, c'était un peu le défilé des déclarations à la con, quoi. Et ah oui, alors la politique des nains aussi. Non, mais là, il y a un moment, t'as quand même envie de rire. Ouais, c'est pas bien de montrer des nains. Ah, mais ah bon. Et mais ce qui est drôle, c'est que c'est des gens. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui se tirent des balles dans le pied, qui font des déclarations en disant ouais, si c'est des vrais nains, c'est vraiment scandaleux. Ce serait scandaleux de faire tourner des vrais nains, donc. Bon, bref. Donc finalement, apparemment, c'est des petits personnages imaginaires en synthèse. Enfin, c'est génial. Mais c'est quelle époque de merde. Donc voilà, et puis la cerise sur le gâteau, c'est les chansons. Moi, vous savez que je ne supporte pas les films à chansons. Enfin, les films à chansons, les films où les chansons sont, comment dire, merde, je trouve pas comment expliquer. C'est-à-dire que par exemple, Purple Rain, j'adore, quoi. Parce que t'as des chansons, mais il est sur scène et il chante. C'est pas, il est pas dans la rue en train de parler en chantant, quoi. Bon là, c'est des chansons voilà, comme je déteste. Et en plus, visiblement, il y en a beaucoup. Ils en ont rajouté. Ouais, il n'y a pas de cette chanson, les gars. Donc il n'y a rien, mais rien. Il n'y a aucun élément où je me dis, ouais, mais ça pourrait te procurer un peu de plaisir, peut-être, si tu le... Non. Donc non. Donc ça, non seulement j'irai pas le voir au cinéma parce que j'ai pas de carte illimitée et que j'ai pas de temps à perdre, mais je le regarderai même pas de façon corsaire quand il aura été en VOD ou j'en sais rien. Donc c'est un refus effectivement. Pourquoi ce refus? Bah voilà, je viens de t'expliquer. Parmi tous les films français qui parlent des banlieues produits depuis 30 ans, y en a-t-il qui te parlent? À titre personnel, j'ai le sentiment que presque tous ces films sont plus ou moins calqués sur la haine de Mathieu Kassovitz, et en plus, je n'ai jamais réussi à trouver un seul perso attachant. Le fait que j'ai jamais vécu dans ce genre d'environnement y est peut-être pour quelque chose. Alors je suis pas d'accord du tout, mais du tout avec ce que tu dis. En conclusion, le mec s'énerve avant de préciser. Bah non, parce que moi, il y a énormément de films, enfin même les trois quarts en fait, de films où des personnages sont attachants, où je trouve des personnages attachants et où je me sens complètement en immersion dans ce qui m'est raconté. Je suis vraiment à fleur de peau, etc. Et c'est des films qui évoluent dans un environnement qui n'est pas le mien, qui n'a jamais été le mien. Enfin, c'est la magie du 7e art, notamment, quoi. Moi, tous les films, enfin, il y a plein de films, alors pour essayer dans les trucs un peu de banlieue, choses comme ça, qui m'ont mis KO et où c'est pas du tout, enfin, il n'y a aucun lien avec moi, enfin, avec ma vie, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense que c'est la raison, hein. C'est pas pour ça du tout. Je dois préciser par honnêteté intellectuelle que La haine, je n'ai jamais aimé ce film. C'est-à-dire que je l'ai vu une fois. J'ai vu la réussite que c'est par contre. C'est-à-dire que c'est excellent. Mais alors, ça ne m'a pas touché, mais d'autres films qui sont dans la même veine, mais pas français par contre, m'ont bouleversé. Donc c'est pas le problème. Enfin voilà. Mais je suis pas un fan de La haine. Et sinon, parmi tous les films français qui parlent de banlieue produit depuis 30 ans, alors il y en a un qui m'a parlé par exemple récemment et dont j'ai parlé, c'est les Rascals. Très très bon ça, très très bon. Voilà, français, banlieue, on est en plein dedans. Et alors, les personnages attachants, pas forcément, mais j'ai pas besoin, enfin c'était pas utile, enfin dans les Rascals en tout cas c'était pas utile. Ça m'a pas empêché de trouver que les personnages étaient intéressants et ils n'avaient pas besoin vraiment d'être particulièrement attachants. Et, mais j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très très bien. Donc voilà. Alors par contre oui, c'est le seul exemple que j'ai. Après c'est pas non plus un truc, je suis pas spécialiste de films de banlieue du tout quoi. Même si j'en ai vu quand même beaucoup, mais c'est plutôt des films sur la banlieue américaine quoi. On m'a dit que Ice Cube de NWA était fan de Warrant. J'ai du mal à le croire. Je pense que c'est du mytho, mais je te demande à toi qui sait tout sur Warrant. Alors je sais pas tout sur Warrant, pas exagérer, mais oui, ça, ça c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que et dans comment dire, dans les personnalités qui étaient sensibles à Warrant, c'est vrai que enfin, disons que l'éventail était très large. Mais je pense que ça jouait à la qualité des compos. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais la compo est bonne, effectivement, mais je déteste tellement les arrangements heavy metal à la con, enfin, ça, que ça me touche pas. Là, on parle de gens qui étaient sensibles aussi au style, voilà, glam metal, machin. Mais c'est vrai que les chansons, il y avait quand même, enfin, voilà, il était assez réputé pour ses talents de compositeur. Ice Cube, ouais, donc non, c'est pas mytho du tout. Il y a même il y a une photo. Alors, c'est assez rare. J'essaierai de vous la trouver.
parce que je l'ai vu passer à une époque. Il y a une photo de Jenny Lane et Ice Cube en studio, où en fait ils ont passé notamment une journée ensemble, où ils ont, je pense, déconné, pour le plaisir, quoi. Et oui, alors, pour le plaisir, mais il paraît qu'ils ont quand même accouché d'une instru, ils ont quand même fait quelque chose ensemble, mais ça n'a pas été finalisé. Du coup, c'est jamais sorti, et on n'en sait pas plus. Ice Cube, après, c'est pas très étonnant, sachant qu'Ice Cube, t'es un gros fan de rock, de métal aussi, mais comme beaucoup de rappeurs, hein, Ice-T aussi, avec Body Count, mais bon, Eminem aussi. Il y a quand même beaucoup de rappeurs. Run DMC, t'es ultra fan de métal, même carrément, hein, de heavy metal. C'est assez fréquent en fait, hein. Enfin, en tout cas, à une époque, c'était assez fréquent. Donc finalement, que Ice Cube, il écoutait du air metal ou des trucs comme ça, c'était pas très étonnant. En tout cas, qu'il écoutait les bons groupes, on va dire, les groupes qui avaient du talent. Dans une vidéo d'il y a 2 ans, tu annonces pour bientôt une vidéo spéciale Ghost où tu montrerais ta collection. Est-ce que je l'ai manqué? Mais de quel droit vous me posez cette question? Hilarant. Non, tu ne l'as pas manqué, je ne l'ai pas faite. Je l'ai pas fait. Voilà. Tu sais quoi, je vais la faire le mois prochain, quand sortira le nouvel album de Ghost, ce sera l'occasion. Je ne sais pas si tu es fan de Lenny Kravitz, mais si tu l'es comme moi, je voudrais ton ressenti sur le dernier album. Pour moi, le seul dispensable. Je n'ai trouvé aucun titre à retenir, extrêmement déçu. Alors non, je ne suis pas fan de Lenny Kravitz. Par contre, beaucoup de respect. Et il y a quand même quelques chansons, notamment sur ses tout premiers albums, qui étaient vraiment excellentes et c'était quand même très cool. Le dernier album, je l'ai quand même écouté, figure-toi, parce que voilà, j'écoute énormément de choses par curiosité, pardon. Et j'ai été alors déçu du coup. Bon, c'est pas, n'étant pas fan, bon, mais j'étais surpris. J'étais surpris par comment dire, la pauvreté. J'ai trouvé qu'il n'était pas inspiré en fait, et j'ai trouvé qu'il n'était pas inspiré. Ça veut pas dire que les mélodies sont pas marquantes ou qu'il n'y a pas des gros refrains qui tâchent et des choses comme ça, mais c'est que tout est pompé sur d'autres chansons. Et ça m'a. Je sais que Lenny Kravitz, pendant un certain temps, il y avait des gens qui disaient c'est un pilleur en fait, hein, voilà. Bon, oui, non, dans quel, enfin, à quel degré, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais approfondi ce débat-là, mais là, par exemple, il avait sorti un single, là, j'ai oublié le titre, le refrain, c'est du copier-coller de je sais plus quelle chanson, putain, mais c'est une honte, enfin, là, c'est vraiment, c'est du plagiat, quoi. Donc, est-ce qu'il a plus d'inspiration? Je ne sais pas. Donc voilà, par contre, il est en forme, hein. Franchement, pour son âge, il est impressionnant. Est-ce que tu as lu Pim d'Iceberg Slim et les livres de Sizazike, en particulier Toine qui est de loin mon préféré? Alors Sizazike, j'en ai parlé il y a une dizaine de JDV, je pense, où quelqu'un m'avait demandé si je connaissais et si j'en avais lu. Et j'ai raconté que j'avais lu Oro quand j'étais ado, mais vraiment ado, hein, genre 13 ans, 14 ans. Et j'avais bien aimé. Et j'en avais lu 2, 3 autres, du coup, notamment de la série Toine, ouais, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, donc j'en ai lu 2, 3, et puis voilà, c'est tout. Enfin voilà. Après, j'ai vu qu'il était décédé il y a quelques années. Voilà, mec assez étonnant, hein. Ça fait partie de ces personnes où tu te dis vrai ou faux. En fait, dans les deux cas, c'est cool parce que c'est un putain de personnage, quoi. Donc voilà. Ah oui, pardon, la question n'était pas finie. D'ailleurs, si tu ne l'as jamais vu, je te recommande chaudement son passage chez Pivot dans Apostrophe. Ça, je l'avais vu. Le passage de Sizazike chez Pivot, je l'avais vu. C'était énorme. Oui, mais je l'ai vu à l'époque. Donc, il faudrait que je le revoie. Je suis sûr que ça se trouve sur YouTube. Pourquoi tu n'aimes pas Bob Marley? Mais j'ai expliqué. Je l'ai expliqué parce que j'aime pas le reggae. Donc, les codes du reggae. Enfin, c'est comme les gens qui me disent je déteste le heavy metal. Du coup, je vais pas te dire, mais ok, ça d'accord. Mais pourquoi tu n'aimes pas Motley Crue? Donc voilà, donc à partir du moment où tu n'aimes pas du tout les codes du reggae, tu ne peux pas aimer Bob Marley. Enfin, voilà, à chaque fois j'ai précisé que Bob Marley c'est un artiste incroyablement important dans la musique tout court. Enfin voilà, donc c'est pas parce que toi t'aimes pas que tu reconnais pas la valeur d'un artiste, notamment quand c'est une valeur colossale. Enfin tout ça. Mais voilà, j'aime pas les codes. C'est comme le zouk, enfin des trucs comme ça. Le jazz, hein, non, j'arrive pas. Il y a des trucs. Mais c'est normal, tu ne peux pas aimer tous les styles de musique, ça n'existe pas. Enfin, ça doit exister, mais c'est des gens, ils ont beaucoup de chance. Enfin, c'est que tout leur plaît, quoi. C'est un petit peu genre, j'aime tous les styles de cuisine, tous les plats du monde. As-tu connu ou vu en live des groupes comme
Skiller ou Tipsy Wit. Donc je précise parce que là, ça c'est vraiment des groupes totalement inconnus. C'était des petits groupes français qui faisaient du métal et qui tous les deux ont sorti un album. En tout cas, ça c'est Skiller 2 même, je crois. Je parle avant l'heure, avant Internet, etc. où tu sors des albums comme tu veux, quoi, sans label, sans rien, je veux dire. Mais Skiller, il y avait eu 2 albums, je me souviens, qui étaient sortis en label français, donc. Hein. Et Tipsy Wit, un seul, je crois. Alors connu, oui, puisque donc on en parlait dans Hard Rock Magazine, Art Force aussi, quand ça sortait. Donc c'est quoi, 86, 87, peut-être même un peu plus tard cela. 88 peut-être. Mais j'aimais pas trop Skiller. Il y a une chanson que j'aimais bien, c'était Suicide Girl, un truc comme ça. Elle était sur la compile Hard Rock Rendez-vous que j'avais acheté. Où t'avais aussi merde, Sweet Lips. Et Tipsy Wit, j'avais écouté, mais j'aimais pas du tout. Donc je n'ai pas acheté l'album. 5 ans l'album est sorti, mais je l'ai pas acheté volontairement parce que j'avais pas aimé. Voilà, donc vu en live, les groupes de hard français, non. Je parlais de Fisk, par contre, voilà, il y a une ou 2 vidéos. Fisk, je les ai vus en concert à l'Élysée-Montmartre. J'ai toujours mon billet d'ailleurs. C'est le seul groupe de métal français que je suis allé voir en concert. As-tu vu le film de 2011, God Bless America? Donner son avis sur ce film n'est pas facile en cette période. Alors, figure-toi que je te remercie, mais infiniment. C'est très régulier hein, sur ma chaîne comme ça, et c'est vraiment une des raisons qui font que j'adore échanger en fait. C'est que vous me faites des suggestions et je fais des découvertes grâce à vous. Donc c'est complètement les vases communicants, et je trouve ça génial. God Bless America, j'ai aucune fierté, je le dis honnêtement, c'est dingue, mais je n'en avais même pas entendu parler. Mais jamais. Donc quand j'ai vu ta question, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi il me parle? Je suis allé voir, ça m'a interpellé. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, je le dis franchement. Hein, donc je l'ai trouvé sur des sites Corsair, mais même pas très bonne qualité, etc. Et je me suis pris une baffe. C'est même pas que j'ai aimé ce film, c'est que j'étais scotché pendant tout le film et halluciné par son intelligence, son côté trash, mais trash malin. L'acteur qui joue, mais il m'a tué quoi. C'est un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce film. Il me le faut absolument. Donc comme je suis un vieux, pour avoir un film, il faut que je l'ai en physique. Donc je vais le chercher en DVD, un truc comme ça. Et si vous n'avez pas vu God Bless America, mais c'est dingue. Et au tout début, tu peux te dire que, en fait, ça m'a fait penser à un croisement entre, alors ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir, non, ça n'a pas rien à voir, parce que ça m'a fait penser comme un mix chelou en fait entre Rentepal et Tuernay. Ah, enfin, Tuernay, c'est assez évident, effectivement. C'est fabuleux. Mais les dialogues, le jeu des acteurs, enfin, le mec et la nana, hein, la petite nana, là, qui est avec lui, mais elle est parfaite. Et les tirades sur l'Amérique. Mais c'est pas sur l'Amérique, c'est sur la société, en fait. Alors, oui, là, ça parle vraiment. On a comment dire, tous les éléments de l'Amérique, de ses. Allez, ouais, j'allais dire 20 dernières années, ouais, ça date de 2011, mais ouais, ça a commencé un peu avant, effectivement. Mais comme en France, on est de toute façon une éponge des États-Unis, en fait, chez nous, quand tu regardes sur la TNT, les émissions de merde et des trucs comme ça, ou même sur TF1, des trucs comme ça, en fait, on pourrait faire exactement le même film avec les mêmes reproches, tout pareil, sauf que ce serait en France, quoi. Après, c'est vrai que ça vient des États-Unis. Une baffe monumentale. Merci à toi. Et donner son avis sur ce film n'est pas facile. Bah si, c'est très facile, c'est un chef-d'œuvre. Et en cette période, ouais, mais tu sais, enfin, c'est comme moi je vois des fois je reçois des questions d'ailleurs politiques en ce moment et celles-ci par contre j'y réponds pas parce que je sais très bien que c'est vraiment nourrir le truc qui va énerver les uns. Enfin, t'as jamais raison. Enfin, moi je vois les trucs sur Twitter. C'est tellement beau d'être passionné, enfin d'être convaincu, pas passionné, mais d'être convaincu. Moi, je rappelle qu'en politique, de aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais aimé qui que ce soit. Donc, en fait, vous voyez, il n'y a jamais eu un parti dans lequel je me suis retrouvé. Ça n'a jamais eu lieu. Et même aujourd'hui, je fais le distinguo entre des gens que je n'aime pas, particulièrement, qui ne me parlent pas, ou je ne me sens pas du tout en phase avec leur personnalité, leur discours, etc. Et des gens que je déteste carrément. C'est-à-dire que vraiment, je les trouve, moi, c'est des plaies vivantes. Donc moi, c'est entre j'aime pas et je déteste le paysage politique. Donc du coup, quelqu'un qui a envie de parler politique, forcément, c'est qu'il y en a qui l'adorent.
Qui va dire, lui par contre, ou elle, machin, il a tout compris, voilà. Et moi, ça, c'est, bah non, en fait, pour moi, malheureusement pour moi, hein, je suis pas la bonne personne pour, je pense pas du coup que c'est intéressant de m'entendre parler de politique, puisque je vais trouver qu'en gros, c'est que de la merde, et que par contre, c'est pas de la merde au même niveau. C'est-à-dire que, oui, il y a des, un truc, c'est comme le plat qui est pas bon, et le truc qui est empoisonné, qui potentiellement va te tuer. Si tu dis je préfère le plat pas bon, c'est ah tu l'aimes le plat pas bon. Non, moi je vais dire bah non non je l'aime pas. C'est juste qu'il bon, il me tue pas donc bon. Bref voilà. Dans la foulée de Zodiac Mind War dont tu as parlé, il y avait pas mal de groupes britanniques qui ont sévi entre la fin des années 80 et le début des années 90. Et là tu m'en cites une flopée. Y en avait-il parmi eux qui t'avaient plu à l'époque ou que tu écoutes encore? Ah bon, on va voir ça tout de suite. The Almighty, j'avais acheté les 2 premiers albums studio. Le premier, j'aimais beaucoup. Le deuxième, beaucoup moins, il m'avait vraiment déçu. Et ensuite, j'ai complètement abandonné. Tu me cites The Choir Boys, j'ai toujours détesté. C'était un style assez spécial, hein. Donc il y en a qui adoraient. Moi, je détestais ce groupe. Little Angels, jamais aimé du tout non plus. Thunder, j'avais un album, je sais plus c'est lequel, mais j'étais pas très fan. Et The Dogs d'Amour, je détestais pour la même raison que je détestais Choir Boys, c'est un peu le même genre. Wolfsbane, je ne connais pas. Voilà, comme quoi il y en a que je connaisse pas. The Wild Hearts, ah, ça j'aimais bien, mais j'avais pas d'album. Mais bon, j'aimais bien quoi. Et voilà. Après, pour les groupes britanniques, alors dans la foulée de Zodiac Mind Warp, là tu m'en cites quand même qui n'ont rien à voir, hein, parce que Thunder, ça avait vraiment rien à voir. Même Choir Boys, hein, qui était quand même vachement gentillets. Mais c'est du métal, on pourrait dire. Enfin, c'est que des groupes de métal, hein, par contre. Les trucs british, bah, j'en ai déjà parlé, mais c'était plutôt bah, Tiger Tales. J'étais à fond dedans, moi, Tiger Tales. Def Leppard, hein, on oublie, ou pas, mais c'était un groupe britannique, enfin, White Snake, pareil, hein. Même si c'est des groupes qui ont très vite migré aux États-Unis et qui ont dominé le marché américain de telle sorte que, enfin, ils se sont américanisés, je veux dire, complètement, quoi. Donc on en oublie qu'ils sont anglais, quoi. Mais Motorhead aussi, anglais, finalement, Ozzy Osbourne, enfin, putain, les anglais, The Cult, enfin, The Cult, même si avant ça l'était pas et qu'après ça l'était plus, moi j'avais acheté Sonic Temple, qui est leur seul album, on va dire, de métal compatible air metal, glam metal, qui est une tuerie. Mais une tuerie, quoi. Sans aucun doute mon album préféré de The Cult, d'ailleurs, avec quand même... les 2 précédents, j'aimais quand même beaucoup, mais ils sont beaucoup plus new wave, ceux d'avant. Tu regardais le film biopic du groupe Motley Crue de Dirt, et si oui, tu en as pensé quoi? J'en ai déjà parlé dans un JTV. J'avais dit en gros que moi qui ai lu le bouquin, d'ailleurs il est par là, j'avais été très déçu du fait qu'ils insistent autant sur le côté comédie de leur parcours, et con, genre oh, oh. Voilà, tu regardes ça, et bon, moi j'ai des potes qui connaissaient pas Motley Crue, ils ont regardé ça, ils m'ont dit putain les mecs ils avaient 2 de QI quoi. Et ouais, enfin quand tu regardes ça, tu te dis qu'ils avaient 2 de QI, alors que tu fais pas une carrière comme Motley Crue quand t'as 2 de QI, quoi. Il aurait été plus honnête que le film montre aussi des moments où ils sont pas en train de faire les crétins, voilà quoi, ou de tenir des propos débiles. Bon, il y a aussi plein de qualités, hein, toute l'enfance, la partie sur les débuts, moi j'ai beaucoup aimé, mais je trouve ça quand même un peu dommage la tonalité film fun pour rigoler. Quelle mini-série ou série pour toi est un pur fantasme personnel sur une artiste ou un artiste musical ou groupe que tu adorerais voir sortir? On n'a jamais eu de série sur Prince depuis son décès. Marrant, hein, parce qu'il y a eu des... Bon, Michael, on a eu plusieurs séries, et téléfilms, et tout comme ça. Prince, jamais. On n'a rien eu. Et ce serait super intéressant. Il faudrait que ce soit bien fait, c'est un problème. Mais Prince, je dirais. Dans le même ordre d'idée, quel est le biopic inexistant pour l'heure que tu aimerais le plus voir? Alors là, j'ai pas trop préparé, j'aurais dû. D'instinct, je vais te citer un truc lié à la musique aussi, puisqu'en fait, je viens d'y penser en réfléchissant. Mais j'aimerais beaucoup un biopic sur Axl Rose. Mais un biopic sur Axl Rose de son vivant, c'est que ça va être compliqué. C'est un parcours assez fascinant et une personnalité assez fascinante aussi. Mais en fait, même hors musique, il y a forcément des célébrités où j'adorerais voir un bon biopic, mais là, j'ai pas forcément d'idée en tête. As-tu un avis sur cet album magnifique Hardline Double Eclipse 92? Ouais, je vois très bien ce que c'est. C'est l'album avec une pochette immonde. Donc ouais, je me souviens. Écoute, l'album je l'ai pas.
Parce que j'ai pas eu de coup de cœur à ce point-là, mais j'avais un pote qui l'avait, et c'était excellent. Les compos étaient très bonnes. Après, je sais pas pourquoi, moi, j'y suis pas allé, quoi. Ça m'a pas touché plus que ça, mais t'as très Bon Jovi, très Def Leppard, très Journey même, plutôt même. Enfin, tout ça, c'est le même style de hard, très FM, très stade et assez festif. Donc voilà, là, mon avis, voilà, c'est celui de quelqu'un qui ne l'a pas, qui ne le connaît pas. Enfin, je l'ai écouté, je connais cet album, mais je ne l'ai pas, et c'est pas un album que j'ai écouté 1000 fois comme tant d'autres que j'ai. Donc voilà, mon avis, c'est que par contre, je me souviens que c'est très bien, les chansons sont super quali. Je pense qu'il est sorti beaucoup trop tard. Je pense que voilà, vu les chansons, il s'est sorti en 88 au lieu de 92. Là, il aurait pu cartonner, il aurait fallu qu'il ait une pochette un peu moins moche. Parce que la pochette, c'est super important, mine de rien. Après, j'avais vu il y a quelque temps un article sur ce groupe où il disait, enfin, il parlait en fait, des changements de line-up. Et c'est délirant. Il y a quelques groupes comme ça où malheureusement les line-up ne tiennent pas. Et c'est pas qu'ils tiennent pas et ils changent deux, trois fois. C'est que tu regardes la liste des membres du groupe et t'as 50 personnes en fait qu'au fil des ans, ça a tout le temps changé. Super triste. Connais-tu le groupe de metal Unto Others? Je te le recommande vivement si tu es fan de Ghost, forte chance que tu accroches. Alors écoute, je ne connaissais pas du tout et je suis allé écouter. J'ai pas trouvé que c'était très Ghost, hein, j'avoue. J'ai beaucoup plus trouvé que c'était genre 69 Eyes dans les arrangements notamment. C'est hyper proche et mais en mieux. Enfin, moi 69 Eyes, j'aime beaucoup les arrangements, mais les chansons, je trouve que c'est pas bon, quoi, en fait. 69 Eyes. Unto Others, je trouvais que c'était bien meilleur. Et même, je suis tombé sur, il y a une cover qu'ils ont fait des Ramones, la Pet Cemetery, en plus ma préférée. Et elle est excellente, excellente. Donc faudrait que j'approfondisse, mais j'ai trouvé que c'était super bon, ce que j'ai entendu. Après, si tu le film Un thé au Sahara, sorti en 80 avec John Malkovich, il s'agit de l'adaptation du roman de Paul Bowles datant de 49. J'ai jamais lu le roman. Vu le film, peut-être pas en 80, j'ai dû le voir plus tard, peut-être 88, 9. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Un putain de film. En plus, John Malkovich, c'est un peu l'amour-haine. Il y a des films où je l'aime pas du tout, du tout. Ouais, c'est un immense acteur, hein. Mais il a joué dans des films que vraiment que j'apprécie pas du tout. Théo Sarah, c'est magnifique. Es-tu plutôt Choco BN ou Prince, sachant que la bonne réponse est BN? Bah Prince, hein, Prince de ouf. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a longtemps, mais en JDV, je voulais des Princes, mais j'achetais des BN parce que les BN étaient beaucoup moins chers. Aujourd'hui, je crois que c'est quasiment le même prix. Mais à l'époque, enfin dans les années 70, moi, je vous parle d'un temps, quand j'étais vraiment enfant, quoi, les paquets de Prince étaient vraiment beaucoup plus chers que les paquets de BN. Et du coup, ma mère, bah, elle disait, bah non, on va prendre des BN, on va pas prendre des Princes, hein. Donc voilà. Donc je mangeais des BN, des chocos BN, mais je trouvais qu'il y avait trop de biscuits. Le fourrage au chocolat était moins bon, je trouvais, hein, clairement, que les biscuits et le fourrage des Princes. Et d'ailleurs, tous mes potes, c'était, enfin, dans mon école, ça, tout le monde préférait les Princes. Enfin, voilà, personne ne préférait les BN. C'est passionnant. Un sujet très clivant, visiblement. Et c'est quand le projet d'avoir de vrais sourcils? Alors ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris, enfin, par le plaisir de vanner le physique. Alors par contre, si tu ne le sais pas, il faudra regarder ma vidéo sur mes années de violence à Paris, là, dans mon adolescence, parce que tu auras la réponse. Tu sauras pourquoi, depuis une bagarre au couteau, je n'ai plus la possibilité d'avoir de vrais sourcils. Donc on m'a fait ce qu'on pouvait, un peu n'importe comment, et voilà, je m'en bats les steaks, hein. Aimes-tu le personnage de Parker dans les romans de Richard Stark? Richard Stark, c'est donc enfin, un des nombreux pseudos de Donald E. Westlake, immense auteur de polar des années 80, même peut-être même un peu avant même. Enfin, dans les années 80, vraiment, quoi. Mais ah, si, j'ai dû en lire un ou deux quand même. Mais je suis pas fan, du coup, j'en ai pas vraiment lu. Moi, vraiment les auteurs de polar comme ça que j'ai lu dans les années 80, bah, j'en parle de temps en temps. Mon idole, c'est Gregory MacDonald, dont j'ai lu tout ce qu'il a écrit, y compris donc toute la série des Fletch, que j'adore. Je me souviens que Donald E. Westlake, il avait écrit le scénar du film Le Beau-Père, qui est sorti en 87, un truc comme ça, et qui était pas mal, c'est un film
Enfin, polar horrifique, hein. Je me souviens que le scénario était de lui. As-tu regardé la série animée Hajime no Hippo, j'espère que je ne massacre pas. Dispo sur Netflix, tiré du manga sur le noble art. Pas du tout. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que moi, les séries animées, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. J'en regarde pas. Donc là, non. J'avoue que ça m'attire pas, en fait. J'aimerais bien savoir ce que tu penses d'une petite série B des années 90 que j'aime énormément, To Sleep with a Vampire. Je connais pas non plus. Voilà, c'est la série des questions de la honte. To Sleep with a Vampire. Alors, je sais pas comment ça s'appelait en France. Enfin, si c'est sorti en France dans les années 90. C'est une série B. On a dû l'avoir en vidéo club, j'imagine, un truc comme ça. Mais non, ça me dit rien du tout. Je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est certain, certain. Faut que j'aille voir. Mais est-ce que ça se trouve, ça? Parce que petite série B, bon, aussi, ça doit se trouver quand même. Sur le net, je veux dire. As-tu vu la série Resident Alien? Si oui, qu'en penses-tu? Je ne l'ai pas vu, j'avais vu, enfin je l'ai pas vu. J'ai vu le premier épisode et en fait j'avais pas compris que c'était à ce point humoristique et du coup ça m'a déçu. Je croyais que c'était un truc sérieux. Pas sérieux. Après j'ai vu les visuels et tout et j'ai compris que non, c'est pas sérieux du tout. Visiblement c'est bien parce que j'ai vu que de saison en saison c'est renouvelé à chaque fois. Mais je sais pas, c'est pas forcément ce genre de ton que j'ai envie de regarder. Sur ce genre de sujet, tout ça. Je suis peut-être con, hein, parce que ça se trouve, ça me ferait marrer. Donc, il faudrait peut-être que je la retente. J'avais mis le premier épisode, mais je m'étais dit, ah, mais en fait, c'est drôle, en fait. Enfin, je n'avais pas capté. Ah oui, alors là, DHU Heavy Mongol, est-ce que ça te parle? Sinon, Alibaba de Bézu. Merde, alors ça, tu vois, je voulais aller voir un peu ce que c'était. Là, j'avais l'impression qu'on me parlait slovaque. Je ne comprends rien de ces deux questions. Alibaba de Bézu et Heavy Mongol HU. Je ne sais même pas si c'est des groupes, des films, des livres, je ne sais pas. Il faut que j'aille voir. Non, alors en tout cas, voilà, ma réponse est non. Je suis quand même ignare sur beaucoup de trucs, hein, les gars. Après, à chaque fois que je m'excuse, vous me dites que vous me faites comprendre que ce n'est pas grave. Après, moi, c'est vrai que moi, je préfère un mec qui n'y connaît rien en plein de trucs, plutôt qu'un mec qui fait un peu semblant de s'y connaître sur tous les trucs. Ton avis sur Jean Pax m'effraie. Ah bah alors mon avis c'est que je ne sais pas qui est cette personne non plus. Oh là 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 là, mais quelle fin de JDV lamentable, mais quelle honte. Voilà, c'était la dernière question. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.